passionné de vous informer, former, c'est notre devoir. Fidèles téléspectateurs, à moins de 30 minutes pour convaincre. Bonsoir et bienvenue à votre émission. Aujourd'hui, plateau spécial dédié à la 61e anniversaire de la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, en face de moi, je suis accompagné de mes deux invités. Il s'agit de professeur Mfwama Lobo. Bonsoir professeur. Bonsoir. Voilà, à côté de vous, il y a Ndingi Kilanga, panafricaniste. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Avec vous, nous allons juste analyser ce 61e anniversaire de la République démocratique du Congo. Quel avenir à quand l'émergence de la République démocratique du Congo? Mais avant d'abord d'y arriver, professeur Lobo, c'est quoi d'abord l'indépendance? Parce qu'en fait, ça s'est fait, oui, 61e, oui, ça s'est fait. Mais en fait, c'est quoi l'indépendance? Déjà, vous avez un faux vocabulaire. L'indépendance, nous ne sommes jamais indépendants. Comment ça? Pourquoi? Parce que l'indépendance, oui, c'est le pouvoir d'un peuple de s'auto-déterminer, s'auto-organiser, avoir des décisions essentielles sur sa vie. Donc, savoir organiser son régime de l'eau, savoir organiser, avoir des chefs, et lui-même le peuple conscient, organiser le réseau pour qu'ils aient de l'eau, le réseau pour qu'ils aient de l'électricité, le réseau routier pour qu'ils reviennent sans entrave, c'est-à-dire le peuple conscient, son chef conscient, il construit la route, le peuple considère que la route est pour lui, il l'entretient, on fait des caniveaux pour que, à travers ces caniveaux, l'eau coule, soit drainée jusqu'au fleuve et que les caniveaux soient vides. Je crois que déjà vous comprenez ce que j'ai dit quand j'explique ça. Donc c'est ça l'indépendance. Organiser l'école pour former, ne pas garder dans la foule de sa population les analphabètes pour que quand on pose des questions de droit, le peuple soit en mesure de suivre. L'indépendance, c'est le pouvoir autonome de prendre des décisions qui s'appliquent en son sein. Chaque peuple accepte ses chefs parce que c'est lui-même qui les a aimés, qui les a acceptés, et que de retour, les chefs sachent qu'ils doivent répondre aux besoins de la population. Donc l'école, j'ai cité l'école, j'ai cité l'électricité, j'ai cité l'eau, je vais citer l'agriculture. Les peuples construisent son agriculture, il a la route est faite par l'État pour amener ce qu'il a construit, sur ce qu'il a produit, sur le marché. Le marché pose un autre problème. Il faut que le peuple qui va aller au marché ait un pouvoir d'achat. Des activités salariales qui permettent au peuple d'accéder au pognon. Avec ce pognon, ils vont au marché, trouver ce qu'ils veulent. Parce que lorsqu'on a produit et qu'on n'a pas écoulé, on est dans ce que j'appelle, quand j'enseigne, j'appelle la crise. Parce que les biens ont été produits, n'ont pas été acheminés, le peuple est venu sur le marché, il n'a pas trouvé à manger, ça fait une carence, ça crée un problème. Donc, de manière, une chaîne organisée, c'est que celui qui a produit a la facilité. C'est comme ça que j'ai défini d'ailleurs le développement. Le développement, c'est la facilité qu'a le peuple d'accéder aux biens de première nécessité qui constituent sa nourriture et ses instruments de gestion de vie pour son épanouissement. Et du point de vue public, l'État, le développement, ça signifie qu'il accède aux biens de consommation, aux biens de ce qu'on appelle la macroéconomie. Il organise tout le réseau de production au transport jusqu'à l'exposer sur le marché. Au regard de tout ce que vous venez juste d'évoquer ici, 60 ans, 61e mois anniversaire de la République démocratique du Congo, est-ce que c'est une fête, une moquerie précoce de l'indépendance ou comment? Non, on n'est pas indépendant. On n'est pas indépendant parce que nous avons mal compris le terme de l'indépendance. Ce sont juste les colonisateurs qui ont mal préparé la population ou comment? Ou bien le fondateur, s'il faut le dire. Non. Dans mes études approfondies de droit, j'ai compris que c'est nous qui sommes irresponsables. Nous, Congolais, tous les peuples noirs de l'Afrique. De toute façon, je parle en termes de l'Afrique, parce que je suis à côté d'un panafricaniste. Donc, toute l'Afrique n'est pas un État.
toute l'Afrique. C'est un continent. Continent des anciens empires, des anciens royaumes, des anciens empires royaumes, oui, empires et royaumes, et qui, quand on a parlé d'un État et d'un État démocratique et d'une république, ils n'ont jamais rien compris. Donc ça veut dire que les Blancs nous ont jeté la poudre aux yeux. Ils nous ont donné un poison. Donc poison dans ce qu'ils nous ont donné comme offre, comme indépendance. C'est pour ça que je voulais terminer la théorie de l'indépendance pour que nos auditeurs se disent, nos téléspectateurs, ils comprennent que nous ne sommes pas indépendants. Parce que l'indépendance, c'est une décision autonome. Je me décide, tu te décides, il se décide, nous sommes tous d'accord. Il faut préciser au moins c'est sur quel plan que nous ne sommes pas moins indépendants, sur le plan politique, économique, social ou comment? Le tout. L'indépendance politique, c'est un bluff. On nous a menti. On nous a dit en 60. Vous savez, je vais localiser l'indépendance, les indépendances africaines. En 60, l'Europe sort de la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que tout le monde a le souvenir. C'est ça. Deuxième Guerre mondiale, l'Europe est incapable de se gérer pour construire ses États parce que la Grande Guerre de 18-14 et de 14-18 a détruit beaucoup de choses et il y a eu une deuxième guerre qui s'est ajoutée. Les Européens, donc le monde, et d'ailleurs, je dis souvent ça et j'insiste, quand nous parlons du monde, on parle du monde européen. Je donne des petits exemples qui peuvent vous effrayer, mais qui sont vrais. Aujourd'hui, quand on fait le match de tennis, on l'appelle championnat mondial. Mais mondial par rapport à quoi? Est-ce que nous envoyons des joueurs ou des joueuses qui font le tennis dans le monde? Ou même les rugby? Donc je donne des exemples de sport parce que le peuple peut comprendre le discours sport. Donc quand le monde s'organise, le monde, au fait, c'est le monde européen. Nous sommes, je nous dis ça, quand je le dis, je demande souvent à mes collègues, mes amis qui entendent mon discours, qui ne disent pas que je suis un blanc contre les noirs. Parce que la réalité, c'est que quand on parle du monde, on parle du monde occidental. Merci beaucoup, professeur Mwamba. Fwamba, voilà. Professeur Fwamba, vous avez suivi avec beaucoup d'attention la réaction du professeur. Qu'est-ce que vous pensez ajouter au regard de tout ça? Merci beaucoup, madame. Aujourd'hui, le 30 juin, jour pour jour, 61e anniversaire. Et moi, vraiment, je suis ravi et je suis ravi de voir mon papa. À côté de vous? À côté de moi. Tout ce qui vient de parler là est vrai. Et c'est ça que nous disons de jour au jour. Le Congo ou l'Afrique n'est pas indépendante. Nous sommes toujours colonisés parce que nous n'arrivons pas à faire des choses de notre mieux. Ce que nous pensons dans nos têtes, nous ne les pratiquons pas. Donc nous attendons que l'Europe puisse faire quelque chose afin que nous se réveillons et nous partons directement copier pour appliquer chez nous. Oh, ça ne passe pas. Hein? Quand on dit on ne peut jamais développer un peuple, c'est le peuple qui se développe lui-même. Mais comment est-ce que nous devons chercher notre développement au moment où nous ne savons même pas les mots indépendance? Donc, même nos dirigeants, ils doivent avoir ce courage-là d'avouer que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas indépendants. Voilà, comme nous ne sommes pas au moins indépendants, parce que vous savez, au moins aussi, profiter d'enrichir ce que les professeurs avaient déjà évoqué auparavant. Aujourd'hui, nous fêtons ça, bien que ça. Et cette indépendance, ça profite à quelle population? J'espère que madame, l'indépendance ne nous profite à jamais. À rien absolument. Parce que si on était indépendant, on devait arriver maintenant à résoudre tous les problèmes sociaux de nos peuples. Maintenant, notre pays, quand on regarde la République démocratique du Congo ou l'Afrique, dans quel état? Hein? D'ailleurs, mon papa vient de dire là, nous ne sommes pas État, nous ne sommes pas une nation, mais nous sommes des républiques fabriquées par les colons. Parce que ces colons-là, ils ont fabriqué des républiques en Afrique pour les intérêts. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on continue à nous exploiter. Donc l'exploitation de nos ressources et l'exploitation intellectuelle même. Donc, toutes ces choses-là sont déviées. Merci beaucoup. Je vais juste du côté de la régie. Nous demandons juste un élément et on se retrouve juste après.
Voilà, apparemment il y a un problème. Merci beaucoup, Etienne Ilongo. Nous voici de retour. Je vous signale déjà que nous saluons la présence du professeur Michel, bien qu'arrivé. Professeur Michel, quel bilan dressez-vous 61e après? Oui, je pense que le bilan est quand même mitigé. Parce que si on regarde les indicateurs économiques et les indicateurs sociaux, on peut se rendre compte qu'il y a quand même des discussions à faire et des reproches à se faire par rapport à notre indépendance. Donc le bilan est mitigé. Le bilan est mitigé. Professeur Lobo, vous avez suivi au moins, avez-vous quelques réactions? Voilà, votre réaction par rapport à ça. C'est un peu le propre des intellectuels africains. Ils ont honte des termes. Les termes, nous devons les utiliser dans leur sens propre. Le bilan du Congo et des autres États africains est négatif. Parce qu'il y a une inconscience très prononcée qui a fait que les Congolais ne savent pas ce que c'est un État. Ils ne savent pas les pouvoirs, ils ne savent pas la responsabilité de leur chef, ils ne savent pas leurs propres responsabilités. Dans tout ce que j'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que nous avons des caniveaux bouchés par les Congolais. Donc l'inconscience collective fait la mort de l'État. Dans la théorie de crise, on enseigne que les moyens insuffisants, c'est l'équivalence de l'inexistence des moyens. Donc on ne peut pas se voiler la face. Il a parlé à un honnête intellectuel. On aime parler d'un bilan mitigé pour plaire un peu à certains de nos amis, nos collègues et tout ça. Mais je suis de ceux-là qui pensent. Pensez-vous que l'indépendance, au moins le 61e, n'a rien apporté au respect des droits, au respect des droits et de la démocratie? Non, mais le combat d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, c'est au nom du droit. Pourquoi? Parce que le droit n'est pas connu. Le droit n'est pas connu. Même le juriste que je suis et que j'ai formé, ils ne savent pas dans quel contexte on peut respecter un droit. Donc, alors le peuple qui doit subir le droit, mitigé, ça signifie un peu oui, un peu non. Non, j'ai dit aux collègues, il faut savoir que maintenant là, la crise elle est profonde. Ça signifie que nous nous sommes trompés. Parce que j'ai commencé à expliquer l'indépendance, vous m'avez coupé, je vous ai fait voir que le pouvoir indépendant, c'est un pouvoir autonome, autoréglé, autogéré, auto-organisateur. Et quand un pouvoir est indépendant, il a la souveraineté. La souveraineté, c'est un pouvoir au-dessus de toutes les petites compétences du genre. Ça veut dire, quand je veux, je décide et mon peuple me suit. Et de ces attributs-là que je viens de donner, pour donner un peu, voilà. Professeur, mettre un peu quelque chose dans la bouche du collègue pour qu'il comprenne. Vous affirmez que l'indépendance n'a rien apporté à ce qui concerne le respect des droits et de la démocratie. Comment réagissez-vous subitement? Voilà. Il peut réagir. Voilà. Je pense que dire que l'indépendance n'a rien apporté, c'est quand même trop dire. L'indépendance, je pense qu'il faut dissocier l'indépendance et le reste, la démocratie, et ainsi de suite. Voilà. C'est quand même deux choses différentes. Honnêtement, aujourd'hui, le Congo, c'est un pays indépendant, c'est un pays dont sa population doit se décider, et si sa population ne permet pas à se décider, on ne peut pas dire que le Congo n'est pas indépendant. C'est un problème d'incompétence, peut-être de nous, les leaders congolais, et c'est un problème d'incompétence du peuple congolais. Mais les pères de l'indépendance qui ont réclamé l'indépendance, c'était avec un objectif bien précis, que le Congo ne devrait pas subir la colonisation des autres États. Et nous avons obtenu cela. Et maintenant, la gestion après l'indépendance, c'est quand même quelque chose de très différent par rapport à l'indépendance que les pères de l'indépendance ont réclamé. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que le Congo, c'est un pays indépendant, mais qu'il y a des problèmes liés à la gestion de l'État et il y a des problèmes liés à la prise en charge en termes de développement. Voilà.
Comment réagissez-vous? Voilà, les professeurs confirment que le Congo est indépendant, mais sauf que juste le problème se pose juste au niveau peut-être de la gestion et à la population en même temps. C'est ça, parce qu'on parle, si on veut parler de l'indépendance au Congo, c'est dans les formes, pas les fonds. Parce que en 1960, je prends par exemple, lorsqu'on a demandé à Lumumba, vous voulez l'indépendance, qu'est-ce qu'il a dit? L'indépendance immédiate. On demande à Kasavubu, Mbouta Kasavubu, il dit non, l'indépendance immédiate, oui, mais avec quel peuple? C'est-à-dire, avec quel peuple? Déjà, nous sommes en 60. La problématique se pose d'un peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons réclamer, nous les Congolais, nous sommes le peuple? Non. Non, nous ne sommes pas encore un peuple. Donc, nous sommes dans les embrouilles politiques et nous ne savons pas se définir les problèmes. Les vrais problèmes se posent juste au niveau de la population qui n'était pas préparée au combat. Non, ce n'est pas la population, l'élite congolaise. Parce que quand on parle de 1960, c'est la première république, non? Maintenant, la deuxième république. Imaginez maintenant faire mon vieux est là et le vieux est là. Première république et deuxième république. Vous voyez qu'il y a des histoires qui se contredisent. Comment est-ce qu'était gérée la politique de Première République et la politique de Deuxième République? La Deuxième République. Vous voyez? Alors maintenant, pour le moment, quand on parle maintenant de l'indépendance, d'abord le mot indépendance tel que le professeur vient de définir là, on ne connaît même pas qu'est-ce qu'est l'indépendance. Alors qu'est-ce qu'on peut faire si l'État est indépendant? Comment est-ce qu'il faut organiser l'État lorsque cet État-là est indépendant? Voilà, c'est ça le vrai problème. Merci beaucoup, professeur. Je sais bien, vous allez compléter au moins. Parce que lui, on se trouve devant deux situations. Oui. Il y a Lumumba qui veut immédiatement l'indépendance. Il y a Kasavubu qui demande la préparation. Donc il y a deux philosophies. Deux philosophies en face. Aujourd'hui, s'il faut l'actualiser pour préparer au moins le futur de la République démocratique du Congo, qu'en pensez-vous? Oui, c'est ça. La grande question, c'est dans le savoir si on va être indépendant, qu'est-ce qu'on va faire? Et la question a été posée en 60. J'ai aimé Claire rappeler ça. Pour quel peuple? Le pays, pour qu'il se constitue. D'ailleurs, la conférence de Nuremberg a défini les éléments constitutifs de l'État. Il a dit qu'il faut une population. Il faut un territoire, une autorité politique, et puis une reconnaissance internationale. Dans mes études après, pour avoir mon doctorat, j'ai réfléchi sur ce que c'est une indépendance lorsque le peuple n'est pas conscient. Parce que j'ai pris en compte la question depuis 60. Quand le peuple n'est pas conscient, on ne peut pas se voiler la face en parlant d'une indépendance qui serait, vous comprenez, qui c'est non. Parce qu'à partir du moment où le peuple devenu, entre guillemets, indépendant, ne sait pas qu'il est indépendant. Ça, c'est la question de fond. Cette question de fond se posait en 60. Et vous savez, quand Lumumba a voulu l'indépendance immédiate, Kasavubu a voulu l'indépendance avec quel peuple? Vous savez la suite, toute la Première République. D'ailleurs, je rappelle pour notre mémoire que l'indépendance est proclamée le 30 juin. Le 5 juillet, nous sommes déjà dans la mutinerie. C'est ça. Le 11 juillet, nous sommes déjà dans la sécession. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un peuple. Je peux quand même m'autoriser, en tant que juriste, publiciste et expert de la question, vouloir parler d'un peuple. Un peuple. Je l'ai dit dans mon exposé, un peuple, c'est une unité spirituelle. Une conscience collective de vivre ensemble. Le Congo, 60 ans, 61 ans, mon collègue ne va pas me contredire, 61 ans, les Congolais ne savent pas qu'ils sont un peuple. Parce qu'ils parlent en termes de nous aussi. Donc c'est en termes ethnico-tribalo-claniques qui divisent le centre politique. Or, pour avoir un État, avoir un indépendant, une indépendance, un État indépendant, une indépendance, il fallait que le peuple soit un. C'est-à-dire, par unité spirituelle, par fiction juridique, accepter que toutes nos nations se fondent en une nation. Voilà, vous avez moi une question ici. Les professeurs affirment que la République démocratique du Congo n'est pas indépendante. À quand alors faut-il parler de l'indépendance de la République démocratique du Congo? Est-ce que la RDC a-t-elle évolué par rapport au rapport de cet édifice légué par nos pères fondateurs?
Donc le garçon qui pose aussi, un garçon, un monsieur, il pose la question de comprendre la lexique du terme indépendance. Indépendance, je le disais tout à l'heure avant que le problème n'arrive, c'est un pouvoir autonome. À quand alors faut-il... Bon, s'il faut répondre au moins, c'est... Je réponds. Oui, oui. Répondez directement. Je vais tout de suite. Voilà. La prise de conscience d'appartenir au Congo, ça va créer la nouvelle indépendance. La prise de conscience que nous tous les Congolais, nos 450 ethnies, qui sont des nations, qui revendiquent jusqu'aujourd'hui au centre politique d'être représentés, s'ils se disent que nous sommes un seul peuple, la conscience collective d'appartenir au Congo, ça sera le début de l'indépendance. Voilà, merci beaucoup. Professeur Michel, vous n'étiez pas là. D'abord, s'il faut au moins compléter cette question, on s'est posé la question de savoir le 61e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, est-ce que c'est une moquerie ou bien ça mérite d'être fêté? Non, ça mérite d'être fêté. Je pense que ça mérite d'être fêté. Pour moi, il y a des problèmes. Certains, dans tous les États du monde, il y a des problèmes. Non. S'il vous plaît, lorsqu'on parle des problèmes ethniques et tout ça, si tu vas en Belgique, tu trouves des problèmes. Tu trouves les Wallons et les Flamands qui sont, s'il vous plaît, oui, qui ont des identités différentes, qui se réclament différemment. Donc, les problèmes entre le peuple, ça ne peut pas renier leur indépendance. Normalement, la République démocratique du Congo, c'est un pays indépendant. La République démocratique du Congo, avant 1960, ne pouvait pas être représentée au sein des Nations Unies. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est représentée dans les Nations Unies. Quand on dit un pays indépendant, c'est-à-dire que c'est un pays où ce sont ces peuples, qui décident. Et aujourd'hui, au Congo, ce sont les Congolais qui décident. Et s'il faut réagir par rapport aux propos de maintenant, quant à savoir que tu as pris de mauvaises décisions ou de bonnes décisions, c'est une autre chose. Si vous n'êtes pas capable de décider dans votre propre maison, vous n'allez pas dire que vous n'êtes pas indépendant. Le Congo, c'est un pays indépendant. Le Congo, c'est un pays souverain. Aujourd'hui, ceux qui décident au Parlement, aujourd'hui, ceux qui décident sur la CENI, aujourd'hui, ceux qui décident sur l'économie du pays, aujourd'hui, ceux qui décident sur la justice, ce sont des Congolais. Ce ne sont pas des Belges qui ont colonisé la République démocratique du Congo. Le Congo, c'est un pays indépendant qui a maintenant des problèmes internes de gestion. Voilà, nous avons des problèmes internes de gestion, donc nous sommes indépendants. Voilà votre réaction. Le problème, c'est que nous devons avouer, mon grand. C'est-à-dire, quand nous parlons des choses, ce sont des choses qui nous constituent et qui nous concernent. Nous devons les parler avec cœur. Parce que le Congo, si on parle en termes de gestion d'une nation, le Congo est géré comment? Entre parenthèses. Alors maintenant, si on parle maintenant, c'est le peuple qui décide. Quel est ce peuple-là qui décide vis-à-vis de l'administration, par exemple? Vous avez révoqué que nous avons un problème. Oui, certainement, nous avons de sérieux problèmes. Et ces problèmes, pour les résoudre, nous devons remettre d'abord en cause l'indépendance. C'est-à-dire que nous n'ayons pas, mais remettre d'abord en cause l'indépendance parce que l'indépendance est ratée. Je vous ai parlé des deux philosophies. S'il te plaît, madame. Voilà. Je vous ai parlé des deux philosophies. Philosophie de quel peuple pour l'indépendance et philosophie de l'indépendance immédiate. Voilà. Nous devons d'abord réfléchir, étant intellectuel pour comprendre. Réfléchissons maintenant. S'il faut remettre au moins cette indépendance en cause, par quel mécanisme faut-il procéder? D'abord, moi, je dis comme les professeurs, les deux sont mes grands. Voilà. Je propose quoi? Il faudrait d'abord qu'on puisse avoir une table ronde scientifique pour toiletter toutes les choses qui n'avancent pas le Congo. Parce que là, nous parlons, mais les décideurs ne sont pas là. Parce que une source qui doit être accompagnée, c'est l'État, par exemple, l'administration. Donc, si par exemple nous décidons ou nous faisons des analyses correctes et justes, mais l'État doit accompagner. C'est-à-dire, il faut une table ronde scientifique pour toiletter la politique du Congo. Parce que c'est la politique qui a reçu l'indépendance. Et ce n'est pas le peuple simple comme ça. Merci beaucoup, Nzenge. Il nous faut au moins une table ronde scientifique. Pensez-vous, professeur Lobo, que c'est vraiment une solution efficace pour la République démocratique du Congo? Je vous ai demandé qu'est-ce qui vous a motivé de m'appeler. Depuis
2011, je suis sur une systémique de déstructuration du Congo. J'ai fait une thèse sur la crise des services publics. Parce que quand j'ai commencé à réfléchir, j'avais des obstacles sur le terrain. Si je parlais, nous juristes, on parle en termes de l'État existe ou n'existe pas. Et généralement, sur le plan formel, on dit l'État existe. Comme mon collègue le dit là, je ne sais pas, il n'a pas dénoncé sa spécialité, mais au moins je fais confiance, c'est un professeur. Ça veut dire que nous avons des débats formels, ridicules. L'État existe ou n'existe pas. Généralement, on dit, ouais, l'État existe, nous avons un État. J'ai démontré, de manière systématique, le Congo a 450 ethnies, qui sont des identités nationales, qui ne se réduisent pas à un truc où, non, c'est les Bangala, c'est les... Non, ils sont des identités qui refusent d'être en union. Or, l'État est fondé sur une population. Et sur ce point-là, je crois que mon collègue ne va pas me contredire, c'est une population. Ça signifie une association spirituelle de beaucoup de peuples qui acceptent d'être un. Et de un du peuple, ça arrive à la nation et ça fait la représentation. C'est ça l'État. L'État, c'est le nom juridique de la nation. C'est-à-dire la conscience d'appartenir à un même groupe, à un même peuple, appartenir à une même société, et nous allons nous représenter. Nous avons ce problème-là depuis 60. Les Congolais se battent parce qu'on forme un gouvernement où tout le monde veut être dans le gouvernement. Mais nous allons de crise en crise, on ne trouve rien comme solution efficace. Mais voilà, c'est ça effectivement la question. J'ai dit, et je salue la proposition de mon jeune frère, c'est un monsieur qui explique les choses, même s'il peut être humble, il est trop humble parce qu'il nous appelle, nous les profs, lui il est jeune homme, mais il est panafricaniste. La grande question, c'est l'unité dans la diversité. Parce que l'État, lui, il vit dans l'unité. La Constitution, parce que je parle de la Constitution maintenant là, pour que j'ai relis les trois éléments. Une population qui n'a pas conscience d'appartenir à la même classe, c'est-à-dire au même pays, il n'appliquera jamais une Constitution. Ça, ce sont les hérésies que nous avons reçues de l'Europe. Chaque fois, nous disons, nous avons la Constitution, et vous avez, dans notre pays, Mobutu a eu une Constitution qui était devenu l'instrument de sa domination de nous tous et de la domination de ses collègues qui étaient au pouvoir avec lui. Il dit non, ma constitution, il était devenu sa constitution. Ça signifie, on a mal compris, constituer un État, ça signifie une unité dans la diversité. Voilà. C'est comme ça que dans la constitution, on met des principes des gouvernements. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. De l'autre côté, on propose quand même une table ronde. Une conférence nationale où les Congolais doivent se rendre compte de tous les termes et les choses qu'ils doivent faire pour le pays. Merci beaucoup. Partagez pour moi cet avis. Partagez-vous cet avis. Vous savez, j'ai rigolé un peu parce que je pense qu'il faut qu'on dise des choses telles que ça se présente. Voilà. Les Congo, comme je l'ai dit, c'est un pays indépendant. Quand on dit aujourd'hui qu'on organise la table ronde, qui va convoquer la table ronde? Qui va être autour de la table? N'est-ce pas? Si on était dans un pays qui n'est pas indépendant, on allait dire, adressons-nous à la Belgique, adressons-nous à la France pour qu'il organise une table ronde pour nous. Et là, faut-il faire recours à qui? Aujourd'hui, si on dit une table ronde, on a organisé plusieurs tables rondes au Congo. Qui n'ont jamais donc, voilà. Donc, je pense que ça, ce n'est pas, à mon avis personnel, c'est pas une table ronde qui va régler les problèmes du Congo. Parce qu'on en a organisé plusieurs. Non, mais non, jamais été appliqué. Effectivement. Non, jamais été appliqué. Vous allez intervenir. Voilà. Et rien n'est garanti aujourd'hui que lorsqu'on organise notre table ronde dans les jours qui viennent, ça va être appliqué. Le Congo, c'est un pays indépendant. Moi, je voulais très bien qu'on dissocie l'indépendance. C'est une chose, parce que l'indépendance qu'on était en train de réclamer, c'était contre la colonisation, principalement la colonisation occidentale. On a obtenu cette indépendance-là. Maintenant, nous avons eu des problèmes de gestion et nous continuons encore à avoir des problèmes de gestion qui aujourd'hui, les Congolais, certains des Congolais sont conscients. Nous avons eu de gros problèmes de corruption, nous avons eu de gros problèmes de dictature que le professeur a dit tout à l'heure. Ça c'est vraiment interne aux Congolais. Et je ne pense pas qu'il est avec moi à l'université. Lorsque nos universités sont mal gérées, ce n'est pas les étrangers qui gèrent mal nos universités. C'est nous-mêmes les Congolais,
on nous donne le pouvoir de gestion de nos universités, on les gère mal. Et c'est pas parce qu'on a mal géré nos universités qu'on va aujourd'hui nier, s'il vous plaît, qu'on va aujourd'hui nier que le Congo, c'est pas un pays indépendant. Voilà. C'est les Congolais, les Congo, le leadership congolais a été incapable de gérer son pays indépendant. Voilà. J'interviens sur cette question-là parce que c'est la question qui le tient à cœur. Voilà. J'ai mis la barre très haut. Je dis qu'on n'est pas indépendant. Il n'a pas aimé, il veut qu'on mitige. Les solutions mitigées ne sont jamais de bonnes solutions. Alors, c'est des conférences, ça n'aboutira à rien. Toutes les conférences, j'ai dit dans ma dernière conférence, j'ai dit toutes les conférences auxquelles on fait allusion n'ont jamais abouti. Et c'était toujours avec la main des Blancs. Alors j'ai posé la question aux Noirs que nous sommes, ça c'est la question que je pose, qui est pertinente. Est-ce que quand nous on ne gère pas bien, on va toujours dire ce sont les Blancs? C'est une question que j'ai analysée, j'ai mis dans les débats, les gens ont compris. J'ai élevé un autre élément pour constituer l'État, c'est la conscience collective. Donc à partir du moment où nous savons que nous avons un peuple qui n'est pas conscient, et quand nous allons nous dire que nous sommes indépendants, nous intellectuels, nous commettons une erreur. C'est mon petit rectificatif. Je suis d'accord organiquement. La Belgique est différente du Congo. Il a déjà donné l'indépendance au Congo. Sur ce point-là, tu as tous les points. Tu as 100%. Mais la question, c'est que à la base, il y a eu un problème qu'on n'a pas résolu. Et si nous continuons à nous contenter, que nous sommes indépendants, c'est parti pour des millénaires. Nous ne saurons jamais prendre conscience qu'il y a un problème à soulever lorsqu'il faut parler de l'indépendance. Pourquoi? Parce que les gens qui vont nous juger, nous intellectuels, d'ailleurs aujourd'hui on dit que l'intellectuel congolais est médiocre, médiocre parce que nous avons mal coté les gens dans nos universités, au lieu de côté bien, assez bien, nous avons côté excellent. À la fin, la personne sort avec un diplôme qui ne représente rien. Donc il est médiocre. Vous voyez comment le monde nous juge. Ça veut dire que si nous disons, nous sommes indépendants, et que nous agissons mal, et que le pouvoir public européen est toujours dans tous les ménages de notre processus décisionnel, nous avons trompé ceux qui nous comprennent. Nous qui comprenons, c'est ça le niveau du débat que j'ai soulevé. Donc nous qui comprenons, nous devons savoir que si nous disons nous sommes indépendants, ils vont dire que vous êtes indépendants, qu'est-ce que vous avez fait? Donc il faut que nous puissions atténuer cette affirmation organique. Pourquoi? Je suis spécialiste des questions des services publics. Les services publics organiques, l'État, le gouvernement, les cours et tribunaux, les organes là, ils existent. Mais des spécialistes de cette question, ils ont dit l'aspect matériel prime sur toute cette histoire d'organes là. Parce que quand ces organes sont là, ils ne font rien. Donc la réponse c'est qu'ils n'existent pas. C'est-à-dire l'insuffisance de moyens pour matérialiser l'indépendance, ça me fait penser à l'inexistence de l'indépendance. Merci beaucoup, professeur. Voilà la théorie. Ndenge, professeur Michel a soulevé aussi un problème si important, qui est le vrai problème, d'abord c'est nous-mêmes. Oui, ça c'est vrai. Voilà, quels sont alors les défis? Ok, moi je pense que oui, le problème c'est nous-mêmes. Voilà. C'est la conscience. Nous devons être conscients parce que la science sans conscience n'est que l'au-delà. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour être conscient? C'est pourquoi j'ai dit le débat c'est celui-là. Il faudrait maintenant penser à faire des, comment on appelle ça, des réformes. Réformes, que ce soit des réformes d'abord du fond et pas de la forme. Donc c'est-à-dire des réformes par rapport, par exemple si je prends l'exemple de l'enseignement, parce que mes profs sont là, quel est le système éducatif adapté au Congo ou en Afrique pour résoudre des problèmes africains ou congolais? Système éducatif. C'est un exemple. Oui. Exemple. Et on prend maintenant quel système politique adapté au Congo et en Afrique? Très bien. Je n'ai pas encore un peu arraché la parole parce que voilà, répondez parce qu'il y a des questions ici que je dois quand même poser de père que oui, mais parce qu'il faut qu'on arrive quand même à des conclusions quand on pose. C'est que les gens viennent de dire. C'est vrai, parce que si nous sommes toujours intellectuels, c'est ici tout ça. Entre-temps, sur le plan matériel, l'organisationnel, nous sommes absents. L'absence là, c'est vraiment l'absence de l'État en fait. Pourquoi? Parce que réellement, pour penser politique économique, politique sociale, nous devons avoir un système politique. Or, le système politique actuel, c'est une copie conforme de l'Europe. Et le Congo a pris le système de la France.
La France a dominé le monde avec les dictatures. La France a un système politique que lui-même ne maîtrise pas. Le parlementarisme orléaniste, voilà. Où on l'a copié ici. C'était pour faire quelle république? Voilà, ça c'est déjà aussi une question soulevée ici. Nous faisons que copier-coller l'extérieur. À quand faut-il alors réviser notre constitution si c'est possible le 61e après? Voilà, moi j'ai déjà proposé, j'ai dit, les Congolais doivent s'unir, se regarder en face, enlever la présidence à 5 ans. Parce que les États européens qui sont arrivés à la présidence de 10 ans, 5 ans, ils avaient déjà plus de 180 ans de royauté, voilà. C'est des successions royales. Donc quand ils ont commencé à parler l'État, les premières années, la France a fait 10 ans. Les premières années de la France a fait 10 ans de mandat. On est arrivé à 7, et dernièrement en 1995, Chirac a ramené à 5. Donc, vous voyez, ils étaient dans le tâtonnement sur ces questions-là. Mais nous, dès qu'on commence, on ne sait même pas encore rien faire. On dit non, mandat de 5 ans, terminé. Et Kabila nous a amenés à 18 ans. Ça signifie qu'il y a une fragilité dans notre copie-coller. Nous collons les coutumes des autres qui posent problème. Et nous, quand nous voulons intérioriser, on nous empêche. C'est comme ça que je prône que cette constitution-là, elle doit être enterrée. La vraie constitution doit être construite par les Congolais. Tout attends, mais c'est ça, quand on va le faire, on va réfléchir sur le mandat présidentiel. On va étudier en fonction de notre problématique de gestion de société. On a vu que nous, en 5 ans, on fait rien. Il y a une question. Dites que le pays n'est pas indépendant, il est d'accord, mais la seule question que je vous pose, 61e après, qu'avons-nous fait de notre nation? Nous, chez nous, dans le Congo central, on dit c'est-à-dire, vous ne pouvez pas prétendre manger le matin sans même pourtant arranger votre table la nuit. Le soir, avec que tu manges. C'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont précipité les choses et maintenant il faudrait qu'on puisse retourner là où nous sommes à gâcher notre indépendance et se mettre autour d'une table. C'est regarder en face. Donc, ça c'est un débat intellectuel. C'est-à-dire, nous devons faire une table scientifique. Quand on parle de la science, on ne parle pas d'abord de la science politique. Parce que les politiciens, ils regardent les matériels. Mais les scientifiques, qui sont là, ils sont froids. Donc, on parle en face comme ça. Nous parlons. C'est ça, donc il faudrait qu'on puisse regarder en face. Vous regardez, regardons-nous en face. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que je voulais quand même, comme vous avez dit, que nous devons prendre conscience. Voilà. Et on ne peut pas prendre conscience en rejetant la responsabilité chez les autres. Ça, c'est une démarche très dangereuse parce que si à tout moment on estime que non, on n'est pas indépendant, on est en train de projeter auprès de notre population que ce n'est pas de notre faute, nous les leaders du pays, c'est la faute de ceux qui nous ont colonisés, c'est la faute des autres. Question pertinente. Ce qui est vrai, c'est que on nous a accordé notre indépendance. Et on nous a accordé cette indépendance, pas même accordé, on a arraché cette indépendance parce qu'il y a eu des morts. Il y a des gens qui sont morts pour arracher cette indépendance. Maintenant, la bonne prise de conscience, c'est d'être sûr que, voilà, nous avons obtenu l'indépendance, mais aujourd'hui, nous sommes incapables de faire avancer les pays. Lorsque nous avons pris cette conscience, on va maintenant aller dans l'analyse pour dire pourquoi nous sommes incapables de faire avancer les pays. Et à ce moment-là, nous allons bien connaître les causes et nous allons chercher à résoudre ces problèmes-là pour qu'on avance. Ok? Donc, s'il vous plaît, cette conscience collective doit d'abord commencer par reconnaître que nous sommes un pays indépendant et nous sommes un pays souverain. Ça, c'est pas discutable. Maintenant, nous n'avons pas été capables. Qu'est-ce que nous devons faire? Très bien. Ça, c'est l'étape suivante. Et pour moi, ce que nous devons faire, nous en tant qu'élite intellectuelle, parce que, comme on l'a dit, c'est pas, tout le monde ne va pas prendre la conscience le même jour. Si nous avons des leaders forts, ils vont transmettre leurs idées chez les autres et vont tirer les autres. Je l'ai déjà dit sur ce plateau, lorsqu'une armée perd la guerre,
c'est le général qui est mauvais. Oui. N'est-ce pas? Parce qu'il n'a pas bien voilà, lorsque l'armée perd la guerre, c'est le général qui est mauvais. Le Congo aujourd'hui, qui se trouve à cet état, c'est le leadership politique du pays qui est un leadership mauvais. Ok? Donc on ne doit pas tergiverser sur ça. C'est un mauvais leadership que nous, en tant que population, nous devons faire la pression pour que ça change. Comment dites-vous que c'est juste... L'élément faire pression, c'est la prise de conscience de la base. Voilà. Je vous ai fait voir que lorsque nous avons des citoyens, madame, je crois que vous êtes Congolais, vous êtes sur le terrain ici, regardez les caniveaux quand on essaye de construire les routes. Les caniveaux sont pleins de déchets qui sont jetés par qui? Par les Congolais. Par les Congolais. Donc je crois, l'élite, ce que le collègue dit qui est vrai, c'est que la première étape, c'est l'indépendance. Et moi, je suis spécialiste de dénier toutes les hypothèses pour réveiller les gens. Parce que pour que les gens se réveillent, il faut qu'ils se rendent compte qu'ils avaient même une réussite qu'ils ont oubliée. Voilà ma technique. Je suis d'accord avec mon collègue parce qu'il soulève la question et depuis qu'il parle, il ne parle que de ça. Il nous donne l'impression que nous tous, nous avons nié l'indépendance. Quand j'affirme ces choses-là, je les fais à l'université. Les enfants, ils sont en ébullition, ils sont contents. Et plusieurs fois, j'ai eu des oppositions politiques de nos gouvernements. Parce qu'ils savent, le type là, moi je dis non, je vous fais voir que quand on fait des demi-mesures, personne ne comprend qu'il y a une recette. En droit, par exemple, j'ai dit, nous avons des acquis de droit. Aujourd'hui, nous avons une communauté internationale qui a dit plus question de guerre. Est-ce que quand la guerre revient chez nous, la communauté internationale nous soutient? Non. Quand la guerre est au Congo ici, on exploite toutes nos richesses par notre voisin Rwanda qui n'a pas le coltan dans son cibégère, mais qui est exportateur du coltan. Est-ce que l'ONU dit quelque chose? Non. Donc toutes les réponses négatives vont vous permettre de comprendre que il y a un problème que les Congolais, et là je suis d'accord avec toi, les Congolais doivent prendre conscience que la France ne va pas construire le Congo. La Belgique ne va pas construire le Congo. C'est le peuple congolais qui doit construire le Congo. Voilà, merci beaucoup. Voilà, je sais que vous allez compléter. Attends, d'abord, il y a une question. Il y a une question. Vous êtes panafricaniste, hein, de toutes les façons, on vous pose une question ici. Lorsqu'on parle de l'indépendance de la RDC, on fait toujours allusion à Patrice Emery Lumumba et Kasavubu. Est-ce que les autres? Oui, parce que quand on parle de Lumumba, on parle de Kasavubu, ce sont des leaders qui étaient avant-plan. Mais il y avait aussi les autres, parce que chez nous, si je parle de la Bako, il y a Mouta Nzezalandu, il y a Mouta Kingotolo, il y a des Diomi, Mouta Diomi, Gaston, il y en a beaucoup. Alors, je voulais dire quelque chose. Dans Bukong, on dit Walongangangu Tekela Yezao. Ça veut dire donc, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas aller à l'école sans l'intelligence. Vous devez avoir ces minimes d'intelligence. Sur lequel on va faire l'initiation. Voilà, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, maintenant, aujourd'hui, est-ce que nous, les Congolais, nous utilisons notre indépendance primaire? Non. Non. Parce que nous copions les histoires qu'on nous inculque dans nos têtes. Mais à savoir qui vous empêche de ne pas au moins... Madame, on dit enseigner à un élève à croire et non à raisonner. Ça, c'est pour le tuer ou pour lui donner ces consciences-là. Enseigner aux élèves à croire et non à raisonner. Or, raisonnement égale quoi? L'intelligence. Merci beaucoup, Ndingi, professeur Michel Moine. Essayez un peu de ramasser les réactions du professeur Lobo ainsi que de M. Ndingi pour réagir de votre côté. Oui, je reviens toujours. Je pense que le leadership éclairé, et ce n'est pas l'autarcie. Donc les Congo c'est un pays indépendant, comme d'autres pays indépendants du monde, et c'est pour cela qu'on a dans beaucoup d'autres pays la diplomatie. C'est pour dire que vous êtes indépendant, mais vous tenez également compte des autres. Si vous n'organisez pas bien votre propre pays, eh bien les autres vont venir. Et le professeur parle du Rwanda. Je pense qu'en 1975, les Rwandais ne pouvaient pas entrer au Congo. Pourquoi? Parce qu'on organisait les choses. Voilà. Donc si le Congolais a détruit son armée avec la corruption, si le Congo a détruit son armée en volant tout l'argent, et que le Congo a des richesses, mais c'est comme vous-même dans votre propre maison, si vous avez des richesses et que vous ne mettez pas en place un système sécuritaire, vous n'allez pas empêcher aux gens de venir les prendre. Voilà. Donc, les Congos s'est retrouvé dans une situation où les Congolais
a détruit son pays et aujourd'hui, les Congo n'a pas d'armée. Qui va construire maintenant? Voilà. Les Congolais a détruit son armée. Les Congolais a détruit son propre système économique avec la corruption, avec les détournements, avec tout. Mais imaginez, dans un pays où voler, c'est pas un problème. C'est normal. Ok? C'est normal. Et lorsque vous avez les pouvoirs publics et que vous n'avez pas volé, tout le monde va dire qu'on a Zayuma. Ok? Et aujourd'hui, c'est parce que les Congolais ont inversé les valeurs. La solution est simple. Certains, un peu compliqué. Certains ont compris qu'il faut se battre contre la corruption. Il faut se battre contre la corruption. On voit certaines volontés émerger dans ce sens. Il faut avancer dans ce sens. Et il faut pas laisser ces gens se battre seuls et qu'après ils vont commencer à se battre selon leur volonté. Selon que lui, il est pour moi, je le laisse. Selon que lui n'est pas pour moi, il le laisse. Aujourd'hui, je dirais c'est presque la première fois au pays où on voit que quelqu'un qui avait le pouvoir d'État a détourné, il est dénoncé dans les médias, il est pourchassé par la justice. Ce sont des actions qu'il faut soutenir, encourager pour qu'on aille de l'avant. Ça, c'est la première chose. Parce que si on laisse la corruption continuer telle qu'on a aujourd'hui, on ne va pas s'étonner que les Rwandais entrent, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie, et ainsi de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous accordons au moins quelques secondes seulement pour préconiser 60 ans, 61e après, que deviendra au moins la République démocratique du Congo. Professeur le Congo a grandi, 60 ans, pour rester dans le positivisme de mon collègue, que j'aime bien ce positivisme-là, mais j'aime pas affirmer des choses qui donnent les gens l'impression que nous sommes dans un État, parce que la grande question, c'est d'avoir un gouvernement apte à gouverner. Pour avoir un gouvernement apte à gouverner, nous acceptons que nous sommes État indépendants. Moi, je devais l'accepter à la fin pour que je fasse la vraie conclusion. Oui. Donc, nous disons que nous sommes indépendants. Deuxième élément positif, nous avons déjà tous les arsenals, les règles, les droits. C'est-à-dire dans le cheminement de l'Union africaine et de l'ONU, nous sommes un État, nous sommes reconnus dans le monde. Et le droit a suffisamment évolué dans les 2 siècles qu'il a vécu en Europe. Le droit, nous devons accepter que le droit est européen, l'État est européen, et que les acquis qu'ils ont déjà obtenus après leur lutte, ça constitue un acquis pour nous. Avec ceci, nous pouvons nous organiser pour sortir de la crise. Donc 60 ans après, le premier élément, je demande aux Congolais de prendre conscience. Et le système éducatif, il est déjà en place, il a été fait par les Blancs. J'ai dit le droit est européen, ça signifie toutes les questions qui ont été organisées en systémique de gouvernement, de l'éducation, la production, les grandes productions qui vont jusqu'à l'alimentation et tout ça. Toutes ces questions, nous devons les prendre comme un acquis. Merci beaucoup, professeur. Ndengi, qui préconisez-vous après ce 61e après? Bon, il faut qu'il y ait d'abord cette volonté politique pour faire avancer les choses. Et cette conscience-là que nous cherchons, il faudrait que les Congolais soient conscients. Parce que considérer aussi les valeurs culturelles, c'est-à-dire les valeurs ancestrales. Parce que si nous visions aussi la sagesse qui se trouve dans nos compartiments ancestraux, nous allons aussi avancer. Parce qu'on ne peut jamais embrasser, c'est-à-dire copier les autres, et pourtant vous avez des bases solides aussi chez vous. Il faut d'abord les consulter aussi pour mieux réparer les choses. Merci beaucoup, Ndengi. Professeur Michel, que préconisez-vous comme mécanisme efficace, voie de sortie de crise pour la République démocratique du Congo? Et pour moi, la vraie voie de sortie de crise, comme je l'ai déjà dit ici, c'est la lutte contre la corruption. Parce que la corruption, c'est l'élément majeur qui paralyse tout. Avec la corruption, on met la justice dans sa poche. Avec la corruption, on met les enseignants dans la poche. Avec la corruption, on met l'économie dans la poche. Donc, la lutte contre la corruption, c'est vraiment l'élément capital si on veut vraiment l'émergence du Congo.
Merci beaucoup, professeur Michel, professeur Lobo, merci d'être là. Ndingi, merci d'être là ce soir. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. Aujourd'hui, ça a été au moins un plateau spécial le 30 juin. Suivez la rediffusion de cette émission le dimanche à 19h. Bonne suite de nos programmes. On se retrouve prochainement. Au revoir.